Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Bascule. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnes inspirantes et inspirées pour comprendre comment et pourquoi elles sont devenues ce qu'elles sont devenues. En gros, quels ont été leurs points de bascule, mais surtout, qu'est-ce qui s'est passé dans leur cerveau et quelles leçons pouvons-nous en tirer afin de nous construire, nous aussi, une vie pleine de sens. Quant à moi, je m'appelle Simon, je suis coach et j'aide les salariés et les dirigeants à avoir un travail au service de leur vie et non une vie au service d'un travail. Trêve de blabla, je vous laisse avec ma conversation. Bon épisode. Salut Audrey, merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Salut Simon, merci pour l'invitation. Moi, je suis thérapeute, coach, mais avant tout chercheur. Je fais quoi? Je suis chercheur et accompagnante à la libération des traumas par le truchement du fonctionnement du système nerveux. Alors oui, c'est pas encore quelque chose qui est très très répandu en France, mais c'est quelque chose qui, ça fait bien une bonne quinzaine d'années que Stéphane Porges a mis en lumière l'importance du fonctionnement du système nerveux sur comment on perçoit la réalité, et donc c'est ce à quoi j'accompagne les personnes pour leur permettre de ne plus fonctionner à partir des traumas qui sont dans leur fascia et qui génèrent des mémoires du corps, mais fonctionner à partir de eux-mêmes et à partir de, ça paraît galvaudé, mais de la paix interne, de la plénitude et de la tranquillité. Ok, d'accord. Du coup, j'aime bien l'idée que tu mettes en avant la recherche. Est-ce que c'est ce que tu faisais avant ou tu as toujours fait ça? Oui, quand j'étais juriste, j'étais chercheur aussi. Ok, Donc d'accord. finalement, pour moi, j'ai pas vraiment changé de boulot. J'ai changé de domaine. Ok. Donc, tu as été combien de temps juriste auparavant? Alors, j'ai été juriste pendant 10 ans, 11 ans, 2007-2018. J'ai fait un peu plus de 5 ans à la faculté de droit où pendant ma thèse, j'enseignais également. Et ensuite, j'ai fait 5 ans dans un centre de recherche destiné au notariat. Ok. Ouais, c'était de la recherche que tu faisais, mais pas encore sur la recherche que tu fais maintenant. Voilà, du tout, c'était de la recherche en droit. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu dises que c'était pas forcément ton truc? Un burn-out énorme où j'ai failli y passer. Ok, d'accord. Ouais. Donc là, je savais que le milieu de l'entreprise ne me convenait pas plus que ça, mais étant donné que je n'avais pas fini ma thèse parce que bosser en même temps que ma thèse, j'ai expédié les affaires courantes et j'ai expédié ma thèse à la poubelle. Et, euh, et donc, j'ai continué à faire ce que je faisais déjà, ce qui était donc former des notaires, accompagner des notaires sur leurs actes, et ce qui malheureusement ressemblait plus souvent à faire le boulot du notaire à toute pompe à la place d'un clerc, parce que le mec avait le client dans 2 minutes au téléphone, alors que mon rôle, c'était d'être chercheur et absolument pas Ouais. de faire le boulot à toute vitesse de quelqu'un qui n'avait pas pris la peine de le faire. Ok. Du coup, j'imagine que ça s'est installé progressivement, qu'au départ, tu faisais une petite mission en plus que ce que tu devais faire, etc. En fait, on avait un fonctionnement qui était double. On avait des questions écrites qui nous étaient envoyées, et là, les questions écrites, de toute façon, elles étaient censées être triées. Bon, au fur et à mesure, elles étaient de moins en moins, mais à la base, il y a des questions qui étaient rejetées parce que c'est des questions, voilà, ça n'était pas notre mission. Et par contre, les notaires nous appelaient l'après-midi, et là, l'après-midi, c'était la foire à neuneux, quoi. Ok. C'est-à-dire, foire à neuneu, c'est-à-dire? On avait. Oui, alors là, j'ai le client pour la succession. Il attend. Vous pourriez me dire comment je liquide ça? Un truc qu'on Ok. fait globalement en une semaine où on leur vérifie leurs calculs, mais où on Mhm. ne leur fait pas leurs calculs. Ça, c'est leur boulot. Ok. Donc, c'était complètement n'importe quoi. Et encore, on vérifiait leurs calculs parce que le directeur avait décidé d'être sympa, alors qu'à la base, on ne venait que leur donner les méthodes applicables et que eux font eux-mêmes. Mhm. Donc, on en était arrivé à passer de chercheur, comment est-ce que tu vas appliquer ça à ton dossier, ce qui était déjà chercheur appliqué à la technique, à vas-y, fais tout le dossier d'un coup.
Donc, à Ok. force de dire non tout le temps, non, 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 parce que c'est pas mon boulot, moi, je nourrissais vraiment du mécontentement de ces après-midi téléphoniques, avec de surcroît une chef qui donnait dans le harcèlement moral. D'accord. Ok, c'est toujours sympa. Et comment tu l'as vécu ton burn-out? Enfin, mal, évidemment, mais je veux dire, J'ai été comment... contente parce Ah, que ok, d'accord. quelque part, là, j'avais une bonne raison pour partir parce que ce poste que j'avais était un poste super prestigieux dans l'univers du droit, dans la reconnaissance au niveau du milieu social, entre guillemets. Mhm. Et donc, pour mes parents, je leur permettais comme ça de répéter l'habitus culturel et social de la maison et je ne faisais pas honte puisque à la base, j'avais eu le droit de choisir entre bio et droit, parce qu'il ne fallait quand même pas venir descendre le niveau socio-culturel de la famille. C'eût été une honte. Est-ce que tu dirais que tu as fait des études par pression familiale? C'était même pas Enfin, la pression était tellement intégrée que j'aurais même pas imaginé que c'était de la pression. Moi, depuis Ouais, que j'avais 6-7 ans, je savais que je ferais une thèse de toute façon. Ça pouvait pas être ouais. moi. Parce qu'on te proposait ou juste tu avais déjà cette idée en tête? C'est parce que ça pouvait pas être autrement dans la famille, sinon c'était Ok. dégradant et honteux. Hmm. Ouais, tes deux parents ont une thèse chacun dans un domaine précis. Non, mon père. Ok. Par contre, ma mère, elle a des illustres origines qui font que elle n'a pas eu besoin de thèse pour parler le français mieux que certains qui ont fait des thèses en Ok. français. Ouais. Donc oui, il y avait une pression sociale et intellectuelle, Mhm. mais Ok. complètement introjectée, donc je me rendais même pas compte. Pour moi, c'était la Oui. normalité. Oui, si de toute façon, si tu as grandi dedans, c'est juste ta manière de fonctionner et ton système nerveux, du coup, pour revenir un petit peu sur Voilà, c'est ça. ce que tu fais, l'a intégré complètement. C'est ça, c'est complètement ça. C'est que là, les mémoires dans le corps qui me faisaient fonctionner en survie étaient, voilà, ça, tu dois faire ça. Tu dois faire ça pour survivre, tu n'as pas le choix. Hmm. Et comment s'est apparu, du coup, enfin, comment est née l'idée, du coup, de cette reconversion? Ça faisait des années que je m'intéressais, et quand je dis des années, ça a commencé aux alentours des années 2000 quand j'ai commencé la fac. J'ai commencé par m'intéresser à l'analyse transactionnelle. J'ai lu toute l'analyse transactionnelle d'ailleurs, que j'ai bien poussée pendant ces quelques dizaines d'années où j'étais juriste. Mhm. Et à la base, ça partait de moi pour m'aider moi. C'était Ok, ouais. un processus très égoïste de j'ai vu des psys, j'ai vu des thérapeutes, j'ai vu des sophros, j'ai vu tout un tas de trucs, ça ne marche pas. Donc, Mhm. partant de ce constat où j'allais toujours aussi mal, même avec des outils qui me permettaient de respirer, à un moment, la respiration, ça ne suffit pas, ou avoir, oui, bon, je sais, ça vient de ça, ça vient de ça, oui, mon hergnosique, elle est toute contente, pourtant à Mhm. l'intérieur, ça fait toujours aussi mal. Ouais. Et ma démarche était donc au départ pour moi. Et voyant ce qui marchait et ce qui ne marchait pas sur moi, parce que j'ai fait une bonne quinzaine de formations, Mhm. j'ai commencé à créer ma propre pratique et à la base, moi, ce qui m'intéressait comme endroit, c'était la recherche. Finalement, je suis Mhm. devenue accompagnante par accident. Ok, ouais. C'était en, en vérifiant que ce qui s'était passé sur moi pouvait se reproduire, finalement, j'ai commencé à accompagner. Et en voyant effectivement une, un bon nombre de personnes qui ne sont pas des études randomisées, même si j'aurais aimé faire ce genre de choses, en voyant bon nombre de personnes qui présentaient les mêmes conséquences, les mêmes résultats, là, j'ai pu constater qu'effectivement, passer par la conscientisation qui nourrit l'air gnosique, celle qui fait du sens, ah, mais c'est parce que j'ai vécu ça qu'il y a ça, Mhm. permet d'aller accéder dans le corps aux parties qui sont clivées pour libérer à la fois l'archive émotionnelle et la partie clivée. Parce que la partie clivée a mis comme un bouclier, qu'on appelle un mode Ok. adaptatif de survie, pour dire, OK, moi, je ne conviens pas à ce qu'on attend de moi, donc je n'existe plus,
mais je te laisse survivre sans moi. Donc, ce qui fait qu'on est plein de parties clivées à l'intérieur. Et associé à cette partie clivée, évidemment, il y a une grosse dose d'émotionnel, puisque si j'ai dû m'enfermer là parce que je ne convenais plus pour laisser le reste de la personne survivre, il y a l'émotionnel qui est cloîtré avec. Et donc, moi, c'est ce que j'accompagne à libérer pour pouvoir laisser traverser cet émotionnel, laisser libérer les mémoires du corps pour, au fur et à mesure, on retrouve de l'énergie et surtout, on sort de la projection que l'on a dans l'extérieur. Ce que je crois que je dois être, ce que je crois que l'autre doit être, ce que je crois que le monde devrait être. Ok. Et du coup, si je comprends bien, tu as été ton premier cobaye. C'est ça. Bon, tout en Et étant accompagné par d'autres personnes, parce ouais, qu'évidemment, mes angles morts, je ne les vois pas. oui, oui, ça c'est sûr. Mais du coup, c'est presque, en fait, j'ai l'impression que ton métier d'accompagnant, enfin d'accompagnatrice, c'est plus de la recherche appliquée, mine de C'est rien. exactement ça. C'est ce que tu faisais avant un petit peu dans le droit, que tu as pris sur un autre domaine, du coup. C'est exactement ça. Ok. C'est, je suis plus chercheur qu'accompagnant. Si je ne pouvais plus, parce que tu vois, on parle souvent de ces gens qui se forment, mais qui n'appliquent rien. Mhm. Moi, je me suis demandé à un moment, mais est-ce que je ne suis pas ce type de personne? Non, non, c'est la recherche et la connaissance qui me nourrissent. Mhm. Et c'est ce qui vient ensuite nourrir ma pratique. Ouais. Mais si on me disait aujourd'hui, tu fais que pratiquer, non, 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 ça ne me Mhm. convient pas. On Oui, me parce que dirait, tu fais que ouais. de la recherche, oui, pourquoi pas, mais pratiquer seulement, non. Mhm. Il y Ouais. a vraiment, l'influx de la recherche. Tu as besoin d'être stimulé intellectuellement, de chercher peut-être une curiosité que tu as toujours eue. C'est ça, c'est vraiment, ça part c'est vraiment une curiosité gourmande de la connaissance. Ouais. J'aime vraiment, j'ai jamais aimé le mystère, Mhm. j'ai jamais aimé au cirque la magie. Pour moi, c'était OK, il y a quoi derrière? Mhm. J'aime décortiquer, j'aime ce qu'il y a derrière le miroir. Mhm. Il y a souvent, ce que je remarque avec mes invités ou même les personnes que je connais, c'est il y a toujours cette curiosité insatiable qui est mais pourquoi, que ont les enfants, que perdent progressivement les adultes. C'est Et ça. là, dans Là, ton je l'ai cas, jamais perdu. toi, c'est très, enfin, je trouve ça trop bien. Et dans ton cas, est-ce qu'il y a eu un moment d'épiphanie par rapport à ton domaine d'expertise? Oui, oui, oui. Moi, depuis que j'ai commencé, mais même avant, depuis que j'ai commencé à exercer, je veux dire, mais même avant, puisque Mhm. je tripatouillais ça sur moi, j'avais une vision qui n'était pas celle d'ailleurs des professeurs d'analyse transactionnelle. Je partais de l'idée, du principe, pour moi ça ne pouvait pas être autrement, qu'à partir du moment où on a construit un scénario de vie, on peut le déconstruire. Je ne voyais pas comment tu peux construire un truc et que tu ne peux pas le Ouais. déconstruire et que tu peux juste un peu l'élargir. Et quand on Mhm. me disait non, non, on peut juste un peu assouplir, c'est pas possible, non, je ne suis pas d'accord. Et donc, Mhm. j'ai jamais souscrit à cette idée et moi, j'ai toujours essayé de comprendre comment se construisait le scénario de vie parce que si je comprenais comment il se construisait, je pouvais comprendre comment il se déconstruisait. Mhm. Et je butais, j'achoppais sur, mais le scénario de vie commence à se construire à partir de la gestation et il est fini à 7 ans. Et j'étais, Ok. mais c'est quand même bizarre, de 0 à 1 an et demi, on ne parle pas. De un Mhm. an et demi à 4 ans, on savait en analyse transactionnelle qu'effectivement, les décisions inconscientes qui sont prises par l'enfant et qui sont engrammées peuvent paraître aberrantes parce qu'il fait avec ce qu'il connaît. Mhm. Mais par contre, de 0 à 1 an et demi, rien. Le préverbal, on n'en parlait pas. Alors que pourtant, c'est là, et c'est là, quand j'ai joint justement l'analyse transactionnelle, les troubles de l'attachement et les modes de développement du système nerveux, les stades de développement du système Mhm. nerveux, que ça a fait Eureka, que j'ai vu qu'effectivement, si le système nerveux a 5 stades de développement et qu'un de ces stades est de 0 à 1 an et demi, alors effectivement, dans ce 0 et 1 an et demi, il y a un scénario de vie préverbal qui se crée et que Mhm. c'est à partir de ce scénario préverbal primaire, de cet embryon qui va continuer ensuite 2, 3, 4, 5 jusqu'à 7 ans, qu'on va pouvoir construire à 7 ans
l'intégralité de ce par quoi on va filtrer le monde. Donc ça a été mon premier eureka d'avoir cette réponse-là. Maintenant, quand je le dis comme ça, je me dis, mais c'est tellement simple. Oui, mais avant de le savoir, je ne pouvais pas le savoir. Oui, bah oui. Et maintenant, ça paraît tellement logique, mais parce que tout est mis en place. Et en fait, ma capacité de chercheur, c'est ça, c'est d'aller chercher dans des disciplines qui se détestent, qui sont disparates, chacune tellement dogmatique en disant ça ne marche pas parce que moi, je marche. Moi, je m'en fous, je suis juriste, je suis allée chercher dans tout, j'ai ramené tout ça, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre dans chacun et j'ai pu justement arriver à ce postulat que je vérifie désormais chaque jour. Et mon deuxième eureka, ça a été à nouveau encore sur le scénario de vie, en poussant sur le fonctionnement du système nerveux. Le système nerveux, en fait, c'est comme une maison à quatre pièces. Okay. Et tu as 3 pièces, c'est de la survie, une pièce, c'est de la vie. Et on vit majoritairement dans une pièce, et on en a une deuxième qui nous est un peu connue. Mais voilà, ça va en décroissant. Et quand on disait qu'il y avait un scénario de vie, c'est faux. Il y a 4 scénarios de vie correspondant aux 4 états. Enfin, c'est pas tout à fait 4 états, c'est 3 états, mais il y a 2 sous-états dans un état. Parce que dans l'activation orthosympathique, il y a le sympathique agressif et le sympathique fuyant. Et dans le parasympathique, la branche parasympathique, on a la branche non myélinisée dorsale, celle des reptiles, la tortue qui se rentre comme ça, okay. Là c'est le figement, et on a la branche myélinisée ventrale vagale. Donc là, c'est l'accès à la paix, la plénitude, le lien à soi et à l'autre. Donc, en fait, ces 4 endroits nous font 4 scénarios de vie qui sont extrêmement différents. C'est un exercice que j'adore faire parce qu'on passe du dorsal, donc qui est le figement, où tu peux avoir le monde est un enfer, les autres sont des bourreaux et moi je suis mort, au ventral où tu peux avoir le monde est merveilleux, je suis amour et les autres sont soutien. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir que ces 4 mondes cohabitent en nous, que ces 4 scénarios de vie cohabitent en nous et que par conséquent, celui qui est activé le plus souvent, il est activé le plus souvent parce qu'on a des modes adaptatifs de survie qui fonctionne dans un certain état de survie du système nerveux parce que c'est ce qui a été le plus utile pour nous au moment où on était enfant et où on a construit justement nos positions de vie et notre scénario de vie. Donc voilà pour mon épiphanie, ça a été ça vraiment, les 4 scénarios de vie et le préverbal face au scénario de vie. Ok. Et du coup, je revenais un petit peu sur les scénarios de vie. J'imagine que même au sein d'une même journée, un individu peut passer par ces différents scénarios selon les manifestations qui lui sont arrivées le matin, l'après-midi ou le soir. Tout à fait. C'est-à-dire que si je me lève en pleine forme, que je suis super bien parce que j'ai super bien dormi, je vais être très, très différente que si je me lève toute chiffonnée, que je marche sur le chat et qu'il me griffe. Ce qui fait que si je me lève toute chiffonnée, que je marche sur le chat, qui me griffe, que je me casse la gueule sur sa balle, je vais me dire, mais quelle journée de merde. Alors que si je me lève de super humeur, que je marche sur le chat, je vais m'excuser, lui donner un petit gâteau, et je tombe sur sa balle, je vais me dire, tu m'as puni, dis donc. Et tu peux passer comme ça tu commences ta journée, t'es bien, puis je sais pas, il t'arrive que des merdes, à un moment tu vas dire, mais putain, mais c'est quoi cette journée? Mais c'est pas possible, ça avait tellement bien commencé. Et à ce moment-là, tu vas passer dans autre chose. Le monde m'en veut. Oui, bien sûr. Et du coup, comment tu fonctionnes avec tes patients? Tu leur désapprends ça? Je leur montre déjà. Alors, client, on n'a pas le droit de dire patient. Ouais, je sais pas, vu que tu me disais que tu étais thérapeute et du coup... Oui, mais par contre, le terme patient est réservé aux psychologues et aux psychiatres. C'est vraiment médecine. J'ai fait une thèse en droit médical, donc j'en profite. Mais nous, on ne peut vraiment pas dire ça. Même si je m'appelle thérapeute parce que le terme thérapeute n'est pas protégé. En revanche, je suis praticienne en psychothérapie, coach, aussi facilitatrice PIS, enfin tout un tas de trucs. C'est pour ça que je préfère dire accompagnante. C'est plus simple et ça englobe tout. Ça englobe tout. Ok, ça va.
Et du coup, avec tes clients, est-ce que Alors, tu leur je désapprends commence ou par apprends? leur montrer Ouais, ce qu'ils jouent. Je ok. commence à leur montrer ce qu'ils jouent. On va conscientiser où est-ce que ça se passe à chaque endroit. Par Mhm, exemple, une personne joue inconsciemment dans l'impuissance. mhm, Donc, putain, c'est pas possible. Voilà, impuissance partout. Mais pourquoi il fait pas beau? J'en ai marre. Ah, mais cette imprimante qui ne marche jamais. Putain, mais c'est pas possible. J'ai tout fait pour maigrir, ça ne marche pas. Et mhm. tu vois, on va le chercher dans le moindre truc, même dans D'accord. le ah là là, mais c'est pas possible, c'est quoi ça? J'ai fait cette formation, elle aussi, elle est sentir mieux que moi. Voilà, on va Mhm, regarder, conscientiser partout où il va y avoir l'impuissance. Par exemple, une personne qui a peur de l'isolement, on va aller voir, ah bah oui, je donne un peu plus à mes clients parce que j'ai pas envie d'être critiqué, mhm. ou ah oui, mais moi je suis au service des autres, hein, je trouve que sinon je suis égoïste. On va aller Ouais. traquer euh, comment chaque endroit avec observation, non pas jugement, mais observation, Mhm, pour voir comment se déroule le scénario, le mode adaptatif de survie qui a mhm, été nécessaire. Et à partir de ce moment-là, euh, moi, j'accompagne la personne en induction hypnotique, vraiment mhm. dans un état hypnotique, dans un état entre hypnose et sophroliminal, en fait. C'est Ok. vraiment entre les deux. Et à partir de là, je vais parler à la personne de ce que l'on vient de voir. Et je lui parle avec des jeux pour qu'elle entende comment ça résonne. Par Mhm, exemple, j'ai peur. J'ai vraiment peur de choisir mon logo. J'ai super peur parce que après, je sais que je vais devoir les prospecter. J'ai hyper peur que ça n'intéresse personne. mhm. J'ai hyper peur. Et là, la personne, elle va continuer parce qu'elle est connectée à un endroit. Où est-ce que c'est? Ah bah, c'est dans le ventre et dans la gorge. Et puis, Ouais. je sens que les gens, ils en ont rien à foutre de moi, qu'ils sont complètement indifférents. Et je me vois là, je suis toute petite, petite, petite. D'accord. Et ils sont comment, les gens? Ah, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'on est début 1900. Ah oui, est-ce que c'est vraiment toi? Ah bah non, c'est pas moi, c'est un petit garçon. Et donc, on va comme ça dans Mhm, l'inconscient de la personne, dans toute la complexité de la psyché, libérer ce qui, à ce moment-là, faisait que c'était encore crispé, que ça créait un ah non, je ne peux pas faire ça. mhm. Ok. Et je reviens, c'est fascinant, je trouve ça fascinant. Et je reviens un petit peu sur ce que tu disais au début, tu parlais des fascias. Si je ne me trompe pas, c'est les enveloppes qui entourent nos organes. Oui, c'est ça. Et du coup, moi, j'avais un moment, quand j'avais été chez mon ostéo, j'imaginais, quand j'ai appris, je ne connaissais pas du tout ce que c'était les fascias. Et je me suis dit, mais si ça se trouve, tu vois, on parle beaucoup d'espace-temps où, du coup, plus quelque chose est dense, plus voilà, ça transforme, on va dire, cet espace-temps. Et du coup, est-ce que dans ton métier, tu as déjà remarqué que plus une douleur est dense, plus le fascia va pouvoir presque se contorsionner pour embrigader peut-être l'organe? C'est peut-être un peu complètement Alors, farfelu ce que je dis, hein, ça, mais... je n'ai jamais été étudier ça. Par contre, ce que je peux témoigner, c'est que un fascia contracté, c'est un Mhm, fascia où il y a une mémoire du corps, et c'est donc un fascia où ne va plus bien circuler la lumière. Alors, ok. ça vaut quelques petites explications parce que Ouais. vu qu'on est des gros tas d'électrons qui Mhm, disparaissent tous les 10 puissance 44 secondes, mhm, les électrons, ça se nourrit de photons. Et mhm. donc, les électrons de nos fascias, ils font des petits vortex comme ça et ils récupèrent les photons, donc les photons informés. Et par contre, le photon ne va pouvoir délivrer son information dans le corps que si le fascia n'est pas crispé, Mhm. que si les molécules d'eau qui composent 99% de notre corps n'ont pas les liaisons d'hydrogène qui sont mal foutues, entre guillemets, parce que là, on n'a plus une eau homogénéisée, ce qui fait que l'information qui arrive dans le corps ne peut pas être reçue correctement, parce qu'en gros, on est des gros tas de récepteurs, on est comme les Mhm. plantes. Ouais. Mais du coup, je sais plus où je voulais en venir à la base de ça. Oui, tout ça, du coup, sur quoi je voulais rebondir également, c'est que du coup, si je comprends bien, pour être sûr de bien comprendre, c'est que plus une personne va
intérioriser vraiment, que ça va être ancré dans son système nerveux, plus elle va incarner le rôle, mais vraiment peut-être même dans sa manière de poser sa main, de vraiment sa position dans l'espace, dans la position de son corps, va traduire du coup le mode dans lequel elle est. Tout à fait, tout à Ok. fait. Tu peux vraiment voir, par exemple, tu as probablement vu ça puisque ça avait fait le tour de partout. Mélenchon, quand on a ouvert chez lui et qui Oui, disait mais ça n'est pas possible, oui, ouais, bah. sympathique, agressif, ça Mhm. n'était pas possible, il vivait une injustice terrible. Ouais. Tu peux voir d'autres personnes. Qui est-ce qu'on pourrait prendre en flagrant délit de mensonge, mais qui a honte en même temps? Enfin, tu vois, on peut Mhm. vraiment trouver des trucs comme ça, je vis de l'injustice, sympathique, agressif. Euh, j'ai j'ai super peur, tu vois, par exemple, quand tu étais petite, tu as dû voir des gamins qui faisaient tu sais, qui passaient au tableau pour la Mhm. poésie, Oui, ouais. ceux qui commençaient à développer un dorsal, c'est-à-dire un figement profond. Ils Mhm. avaient une voix toute fluette, ils pouvaient trembler, même se faire pipi dessus. Ouais. C'était intolérable pour eux de passer au tableau. Mhm. Et tu pouvais aussi avoir des gens complètement à l'aise, qui n'en ont rien à foutre, des gens qui en font trop. Mhm. Là, ils sont dans le Dans contrôle, l'excès dans du le coup, ouais. sympathique, Mhm. agressif. Et des gens qui pouvaient être absents le jour des contrôles, par exemple, le sympathique fuyant. Ok. Et une question qui n'a pas forcément à voir, mais justement par rapport à l'enfance, est-ce que tu as l'impression de renouer, on va dire, avec ton enfance aujourd'hui? De la voir autrement, c'est-à-dire que tant que je n'ai pas conscience que je suis dans des narrations, des jeux à l'intérieur de moi qui Mhm. souffrent, alors je n'ai pas conscience que ces jeux, ça n'est pas moi et que ça n'est que ce qu'ils racontent de ce qu'ils ont perçu de ce que j'ai vécu. Mhm. Ok. Et en libérant ce qui est perçu d'avoir été vécu, c'est-à-dire je suis mon passé, j'ai vécu mon passé, je suis mes opinions, je vis mes opinions, alors on passe de quelque chose qui est douloureux, qui est contracté, qui est identifié, à juste un fait. Mhm. Et donc oui, l'enfance est un fait, mais n'est plus un fait souffrant. Mhm. C'est juste une donnée, tu vois, c'est une ligne. Mais en fait, c'était pas vraiment ça que je voulais dire à travers ma question, c'est que je remarque qu'il y a des personnes que j'ai accompagnées ou même des personnes que j'ai interviewées qui faisaient quelque chose étant enfant, qui au fond l'avaient mis de côté dans leur vie d'adulte et durant leur reconversion leur a permis, on va dire, de refaire quelque chose qu'ils faisaient étant enfant qu'ils adoraient. Alors, étant donné que moi, étant enfant, j'ai pas eu grand-chose que j'adorais tant que ça, étant donné que j'ai été très vite conditionnée, tu vois. Ah oui, Chez moi, c'était les devoirs et mhm. puis piano, cheval et danse. Ah oui, ouais, vraiment Et le donc, truc. j'avais appris, moi, à tirer mon épingle du jeu, à trouver des moments agréables dans chaque chose. Alors, le cheval, c'est moi qui voulais en faire, donc Mhm. j'étais contente. J'ai réussi à arracher la danse que je voulais faire, Ouais. à jouer les morceaux de piano que je voulais. Mhm. Euh, mais disons que le seul truc à quoi je peux vraiment dire que je me suis reconnectée, parce que ça, c'était vraiment un choix, c'est faire des bracelets en micro-macramé. À l'époque, quand j'étais ado, on appelait ça des bracelets brésiliens. Maintenant, on appelle ça des bijoux en micro-macramé. Mais Ok. ça, oui, effectivement, j'ai recommencé en mars et je fais ça pour mes loisirs et j'en vends aussi. Mhm. Donc ça, oui, effectivement. Par contre, ce qui ne m'a jamais quitté depuis enfant, c'est la curiosité. Ouais. Curiosité, comprendre, comprendre, comprendre. Et ça, finalement, je m'en étais jamais éloignée, Mhm. puisque il y avait une identité entre ce que l'on attendait de moi Mhm. et une part de ce que j'aimais vraiment. Donc, ce que l'on attendait de moi, c'était être un brillant chercheur, etc. Sauf que je pouvais au moins utiliser ma curiosité pour... Alors, évidemment, il y avait des choses posées dessus. Je devais être parfaite, je devais être excellente, je Mhm. devais avoir tout vérifié, etc. Mais cette curiosité, en première base, existait quand même. C'était Ouais. déjà là de vouloir les creuser, 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 creuser. Évidemment, il y avait les souffrances dessus de toutes les identifications, mais creuser, 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 c'était déjà là. Mhm. Et comment est-ce que tu en as parlé à tes parents de ta reconversion ou pas? Enfin, peut-être que oui. Ah bah oui, oui, bah même maintenant, je suis revenue vivre chez eux parce que j'en avais marre de vivre toute seule.
D'accord, ok. On est arrivé là, j'ai pris le premier étage, voilà, à la maison, il y a la place pour faire, donc Mhm. oui, et au départ, en fait, quand je suis tombée en burn-out, ma mère me disait, non mais attends, tu ne retrouveras jamais un poste comme ça. Je fais, oui, il n'y a pas de problème. Bah écoute, vu que j'étais vraiment au moment où on ne savait pas si j'allais vivre ou mourir, vu l'état, j'ai Mhm. été hospitalisée, enfin j'ai été dans des sacrés états, 1 an et demi d'arrêt maladie, D'accord, ok, ouais. et avec vérification de la Sécu régulièrement qui me disaient eux-mêmes, non, non, mais là, il faut rester en arrêt. Hein. Ouh là là, il faut rester en arrêt. Non, non, on Mhm. va vous remettre en cure. Où il y Ouais. avait vraiment, tu sais, au départ, tu arrives à la Sécu, on te regarde en mode, tu es en train de bleuter. À la Mhm. fin, c'est eux qui te portent à la sortie en disant, on va vous appeler un taxi. Hein. On s'excuse, on est obligé de faire des contrôles. Hein. Mais j'étais dans un état, c'était, je n'avais plus aucune énergie, j'étais terrorisée par tout l'extérieur, enfin voilà. Et j'ai dit à ma mère, bon bah voilà, moi le droit c'est fini parce que voilà, c'était soit enseigner, j'ai pas fini ma thèse, soit le cridon parce que c'était au moins un endroit où je faisais de la recherche, mais Mhm. je ferais rien d'autre, je ferais pas de la pratique en droit, ça ne m'intéresse pas. Et elle me dit, oh, mais c'est dommage parce que quand même, ce poste, il était bien, puis c'est prestigieux et machin. Je fais, ouais, ouais, ouais. Et puis, elle est revenue là-dessus, je fais, écoute, c'est simple. Tu vas prendre mon salaire, tu vas m'acheter un cercueil et comme ça, tu seras contente. Mais sinon, moi, c'est fini, je fais plus ça. Mhm. Ah, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je fais, bah écoute, je sais pas. Là, pour l'instant, ça fait des années que je m'intéresse à ça. Ça faisait quelques années d'ailleurs que mes collègues venaient dans mon bureau parce qu'ils savaient que rien n'en sortait et ils venaient vider leur sac, etc. Mhm. Je fais, écoute, je vais me tourner vers ça. J'ai envie de creuser moi pour faire mon propre cheminement et moi me tirer de mon mal-être là. Et peut-être qu'en testant sur moi, j'aurai des trucs à apporter aux autres, et puis sinon, non, et puis je verrai bien ce que je ferai. Mhm. Et j'ai déménagé à 1000 bornes de chez mes parents une fois que ça allait un peu mieux, parce que je ne voulais pas vivre la peur de ma mère sur l'entrepreneuriat. Ok, ouais. Et maintenant que ma boîte marche, bon, bah, je suis rentrée parce que maintenant, bon. Oui. Maintenant, elle a moins peur, du coup. Ah bah, elle a plus peur maintenant. Ouais. Hein. Maintenant, elle est carrément en train de dire, elle a confondu chiffre d'affaires et salaire versé. Elle fait, oh, vous vous rendez compte combien gagne ma fille? Je fais, pas des trucs comme ça, c'est mon chiffre d'affaires, putain. Oui. Je me verse pas 10 000 € par mois. On se calme. J'aimerais bien, hein, mais non. Donc, non, non, maintenant, c'est devenu, voilà. Ah oui, ils ont réécrit une nouvelle légende qui Mhm. leur convient de Audrey est une super entrepreneur. Mais du coup, j'allais demander par rapport à ton père, est-ce que du coup, il l'a vécu, enfin, comment il l'a vécu, le fait que tu romps avec le scénario qu'il avait pensé de toi? Alors, en fait, lui, au départ, il a regardé ça en mode, bah, si tu veux vivre, vis, hein. Il vaut mieux que tu sois vivante en faisant ça que morte en essayant de faire autre Ouais. chose. Et en fait, finalement, bah, voyant que je n'ai jamais dévié de la recherche, que c'est toujours, et que je suis beaucoup plus dans ce qui me convient dans la recherche maintenant, Mhm. que à être obligée de ménager la chèvre et le chou avec des notaires qui voulaient me faire un boulot de clerc. Mhm. Euh, Bah voilà, lui, il est content. Hein. En plus, comme je touche un peu à la physique, parce que je m'intéresse à comment l'univers s'est construit pour Mhm. comprendre qu'est-ce que nous, on est exactement, et que je m'intéresse voilà, à la conscience de l'univers qui préexiste au Big Bang, etc., on peut avoir des conversations intéressantes, il me refile des Mhm. bouquins, etc. Donc, bah oui, tout le monde est content. Oui, c'est cool. Et puis en plus, étant donné que je ne suis plus écorchée vive comme je le fus, Mhm. bah, tout le monde est d'autant plus content. Ouais. Non, donc c'est ce qui montre bien généralement que la reconversion pro, enfin moi je le vois vraiment comme un mode d'existence qui permet du coup aussi de reconnecter des familles qui des fois se déchiraient à cause d'un boulot qui n'était pas forcément, enfin non pas assumé, mais qui était mal vécu parce que du coup c'est un mode d'existence qui est mal vécu, du coup l'identité même de la personne est complètement détériorée. Oui, ça venait d'un non-choix, alors que maintenant, je serais Mm. incapable de retourner faire du droit par choix, par envie. Ouais. Mhm. Et tu disais que tu en étais jusqu'à l'hôpital dans ton burn-out. Est-ce que tu veux en dire un peu plus ou pas? Oui, en fait, moi, je me suis effondrée 12 février 2018.
Et comme j'avais des idées bien trempées, j'avais décidé que je ne prendrais pas de médicaments parce que les médicaments, c'est pas bien. Ouais. Donc ça, sympathique, agressif, contrôle, pas vouloir perdre le contrôle. À l'époque, je ne le savais pas. Donc j'ai fait une première cure thermale. C'est bien, ça dure 3 semaines. Et puis après, je suis retombée. Et à un moment, au bout de quasiment un peu avant que ça fasse 1 an d'arrêt maladie, ma psychiatre m'a dit, bon là, il faut prendre les médicaments. Là, il faut prendre les médicaments. Donc, je voulais pas. Et finalement, c'est ma meilleure amie qui allait me les chercher. Elle fait, bon, écoute, maintenant c'est bon. Ça faisait 6 ou 7 jours que je végétais dans son canapé, mais j'arrivais pas à me lever, quoi. Elle dit, maintenant c'est fini. Tu vas me prendre ces machins-là. Au pire, ça ne fait rien. Ouais. Donc, je les ai faits et je les ai pris. Et puis, c'est vrai que je me suis sentie mieux. J'avais retrouvé un peu d'énergie. Donc, j'ai commencé à étudier mes médicaments parce que je me suis dit, tiens, c'est très, très intéressant. Ça veut dire que l'inhibiteur de la recapture de sérotonine, parce que c'était le seul que j'avais bien voulu prendre, j'avais été chez le psy et j'avais dit, OK, mais moi, je veux bien qu'un inhibiteur de la recapture de la sérotonine parce que comme ça, je vais pouvoir regarder un peu avec moi, sur moi, l'effet de la sérotonine, etc. Je veux pas autre chose, je veux c'est les antidépresseurs de dernière version, je voulais ça. Et donc, j'étudie mon machin, je vais regarder comment ça marche, etc., etc. Et la psychiatre, elle me dit, bon, encore une fois, vous avez trouvé un moyen de fuir dans la connaissance, ça ne va pas être possible cette fois-ci. Elle dit, là, j'aimerais bien vous hospitaliser parce que ça ne s'améliore pas. Ok. Donc, je dis OK, j'arrive à la clinique, j'ai rendez-vous avec le directeur, super sympa, on discute de ce qu'il fait, je lui pose plein de questions techniques, il est content et tout. Et puis, il revient le lendemain, il toque à ma chambre, il fait vous m'avez bien eu, vous, hier, hein, j'ai appelé votre psychiatre. De nouveau une chute, du coup. Voilà, il y a un faux self qui est magnifique. Bon, ça veut dire que là, on a vraiment une carapace à craquer. Il m'a foutu 11 jours de Valium. Normalement, on en fout. Oui. Combien? 11 jours de Valium. Ça m'a tu disais que normalement, on en met combien? Généralement, les gens qui étaient autour de moi, ils ont eu 4 à 5 max. Ah oui, ouais, ok. Ouais, donc, il fallait vraiment percer la structure. carapace. Ça m'a sauvé la vie, clairement. Ok. Vraiment, maintenant, je ne suis plus fâchée avec les médocs. Ouais, parce que du coup, tu avais une stratégie de survie qui était liée à devoir à la fois tout connaître, enfin ta curiosité qui était là, qui était quand même présente parce que ça fait partie de toi, mais qui du coup avait pris un rôle de bouclier pour essayer de tout comprendre, garder le contrôle, etc. C'est ça, et en plus, toute l'énergie était utilisée pour, à l'extérieur, donner l'impression que ça allait. Ouais. Inconsciemment, hein. Mais l'énergie était utilisée pour garder le contrôle. Oui, parce que si tu vas vers un... Enfin, je pense pas que beaucoup de médecins ont des patients qui échangent avec eux sur comment fonctionnent les molécules, etc. Non, c'est d'ailleurs, après, j'ai bien aimé être là parce que on a discuté vraiment de choses extrêmement intéressantes sur les protocoles, etc., etc. Mais oui, c'est plutôt, généralement, les gens ont besoin de parler d'eux. Et moi, pour inconsciemment ne pas parler de moi, parce que je ne savais même pas qu'est-ce qui pouvait, enfin, je n'avais même pas l'idée, hein. Moi, ce qui m'intéressait, c'est, il y a ça, sortez-moi de là. Et il n'y avait pas le truc assez sain qu'ont les gens et que moi, il m'énervait au plus haut point, les gens qui gênent. Mais les gens qui sont à l'hôpital et qui gênent, ils sont là pour ça. Le problème, c'était plutôt de non, moi, il n'y a rien, j'avance. Moi, j'avais toujours tout mis, chaque douleur, dans la poche. Jamais ressenti ni rien, dissocié. J'étais dissociée, mais volume 10 000, quoi. Ok. Et là, donc, ça fait 4 ans, du coup, après cette aventure de burn-out. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des séquelles ou oui. que ça va mieux? Ouais. Oui, ça va mieux, mais c'est un long chemin. Par exemple, moi, je travaille 3 semaines par mois. La 4e semaine, je la garde pour faire du back-office, voir mon équipe, etc. Mais parce que je n'aurais pas l'énergie de faire du tout le temps comme ça. Après, est-ce que ce serait nécessaire de le faire? Non, mais je veux dire, si j'étais salariée, vraiment, je serais dans la merde. Ouais. Ça, c'est une chose que je vois aussi par rapport à 90% de mes clients quittent leur boulot pour entreprendre, mais pour eux, l'entrepreneuriat est aussi un moyen en vue de construire une vie qui leur permet de survivre, entre guillemets.
Oui, oui, oui. Oui, bah, moi, il y avait clairement bosser 4 semaines sur 4 semaines. Enfin, c'était. Et pourtant, au départ, ce que je faisais n'était pas désagréable, mais il y a tout. Alors, il y avait des collègues hyper sympas, mais il y avait des collègues chiants aussi. Pourtant, là, je dois dire que ça me manque depuis travailler en mode collègue. Ouais. Donc, ça, c'est quand même un truc qui était vraiment sympa dans le salariat. Ce qui était sympa aussi, c'était de ne pas se taper le marketing et les relations avec la Ouais. comptabilité, Mhm. la comptable, etc., etc. Mhm. Mais oui, ça m'a permis de choisir euh, le temps que je voulais allouer au travail par Mhm. rapport à la remise en état de ma santé. Ouais. Ouais. Et est-ce qu'il y a encore des réflexes post-burnout que tu as, notamment vis-à-vis de certaines manifestations du monde ou autres? Alors, il y a, il y a eu à un moment la peur d'être fatigué. Ok, ah oui, Et ouais. la peur d'être fatigué qui me prenait beaucoup d'énergie quand j'étais fatiguée. Mhm. Maintenant, je fais avec la fatigue. Par exemple, aujourd'hui, c'est un jour sans, je suis très fatiguée. Mhm. Mais je sais ce que je peux faire ou pas. Par exemple, là, je suis là parce que je sais que de parler de ce que je fais m'anime. Mhm. Après, je vais aller me remettre devant Netflix. Oui. J'ai accompagné mes clientes aussi parce qu'il y a, tu vois, cette curiosité qui me permet d'avoir envie d'aller aller creuser, Mhm. de discuter, d'échanger. Par contre, sortie de là, là, on me dit de faire de la compta, je pense que je trouve un 14e étage, je saute. Non, Mhm. j'exagère, mais voilà. Mhm. Ok, ouais. Il y a maintenant la capacité de savoir ce qui est possible de faire Mhm. ou pas sans me brutaliser. Il n'est Mhm. plus possible de me brutaliser. Et c'est vrai que ce qui peut rester du burn-out, ça peut être, ouh là là, attention, il ne faut pas que ce soit trop. Ok. Ce qui est plutôt, n'empêche, une bonne chose, parce que tu as des entrepreneurs, enfin, il y a des salariés qui ont fait un burn-out, qui du coup se mettent en entrepreneuriat, mais qui refont un burn-out parce qu'ils ont envie de trop travailler, alors des fois, ça ne sert pas à grand-chose. Bah, moi, au départ, j'ai par contre énormément travaillé Mhm. et avec du stress, ce qui fait Ouais. que ça m'a servi de leçon, mais j'ai eu 1 an après que je venais de commencer, 2 mois où j'ai dû m'arrêter complètement. Ça Ok. m'a servi de leçon, ce qui fait que en 2021, j'ai recommencé, mais vraiment à l'écoute de moi-même Mhm. et à l'écoute de la terreur que j'avais de pas assez bosser. Ouais. Donc, je suis allée libérer tout ça avec mes accompagnants. Mhm. Et comment j'ai vu qu'il y avait énormément d'énergie qui était passée dans la peur de ne rien faire parce que j'avais l'habitude voilà, de faire. Mhm. C'est pour ça que ma boîte a décollé très vite. J'ai Ouais. bossé comme un forçat parce que Oui, bah j'étais oui. habituée à bosser comme un Mhm. forçat. Et ça m'a refoutu la tête dans le sac et j'ai commencé à apprendre à travailler autrement. Et là, maintenant, je suis passée dans la phase où, oui, je travaille autrement et où je sens la fatigue de toutes ces années qui est là et où là, maintenant, j'ai la possibilité de travailler ce que je travaille parce que j'ai une community manager, j'ai une personne qui s'occupe de mon branding, Mhm. j'ai une personne qui s'occupe d'écrire mes pages de vente à partir de quand on fait un appel ensemble et que je lui parle et elle est transcrite. Donc, avoir donné un coup de collier au départ me permet d'avoir la tranquillité maintenant et me permet de respirer et d'écouter vraiment cette fatigue que je n'aurais pas été en état d'écouter avant de voir toute la survie qu'il y avait de poser Mhm. sur je dois réussir. Maintenant que Ouais. j'ai vu la survie poser sur réussir, l'argent, etc., Mhm. bah, je peux aborder une notion de réussite et une notion d'argent autrement, qui n'est plus en Mhm. survie. Oui. Et donc, Oui. voilà, c'est ce que je découvre en ce moment et je découvre la détente là depuis ça fait quelques mois que je découvre de plus en plus la Mhm. détente. Ouais, ça peut me faire bizarre au début, en tout cas, de se dire, tiens, Oui, si je ne bosse pas aujourd'hui, bah, il n'y a pas forcément d'incidence quoi, sur le tout. Si tu as bien délégué, si de toute façon ta stratégie est bonne. Donc, oui, ouais, c'est ça. c'est un autre scénario, du coup, qui se construit. Et comment tu t'imagines dans 10 ans? Je ne sais pas si tu travailles ta vision à long terme sur cette temporalité-là. J'ai jamais de vision à long terme, ça me Ouais. stresse.
Même pour m'inscrire à un club de sport, je ne sais pas, je ne sais jamais où je serai, même dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, je ne sais pas. Je bouge souvent, là pour l'instant, je suis chez mes parents. Bon, bah, ça se trouve, dans 2 mois, je ne suis plus là, mais où je suis, j'en ai aucune idée. Je suis vraiment l'envie du moment et j'y vais. Du coup, ce qui montre que tu as vachement réussi à lâcher prise, à enlever le contrôle sur tout ce que tu voulais. Par rapport à avant, où tu me disais que tu étais très contrôle fric. Ah oui, oui, oui. Avant, il y avait toute une vision de ce que devait être la boîte et tout. Dans 10 ans, je fais peut-être encore ça, je fais peut-être encore complètement autre chose. J'en ai aucune idée. Et puis, alors, ça ne me stresse pas, surtout. Bah, c'est ça. Si tu es OK avec ça, c'est. Oui, ça me va. Je laisse la vie dérouler. Ce qu'il y aura à proposer à ce moment-là, ça me va. Il me reste 3 petites questions avant de terminer. À moins que tu aies déjà envie d'ajouter quelque chose. Non, là, c'est bon. Si tu avais un livre à conseiller à tous nos auditeurs, auditrices, ce serait lequel? Alors, attends que je te le trouve, comme ça, je donne le bon nom. Guérir les traumatismes du développement de Laurence Heller, H-E-2-L-E-R, et Aline Lapierre, L-A-P-I-E-R-R-E. Pour moi, c'est la Bible de l'Eureka, de la compréhension du fonctionnement de l'humain. Entre les troubles du développement du système nerveux et les troubles de l'attachement. C'est magique. Ok. En plus, je trouve qu'il est, il est vraiment accessible, je trouve. Ok. C'est pas forcément un livre universitaire pour les universitaires il est quand même... c'est quand même un livre qui est niché, entre guillemets, mais je trouve qu'il est écrit de telle manière que tout le monde peut le lire. Ok. Parce que quand je faisais de la recherche en philo, pareil, j'avais plein de bouquins, mais c'était indigeste pour les personnes qui n'étaient pas du coup dans cette niche-là. Alors, j'ai l'impression que c'est lisible, mais c'est vrai que moi, je peux avoir un biais, étant donné que tout mon entourage est chercheur. Ce qui fait que, voilà, même s'ils sont chercheurs en droit, quand je leur donne ça à lire, enfin, voilà. Donc, je peux avoir ce biais-là, mais j'ai l'impression vraiment que c'est compréhensible. Ok. Bah, puis de toute façon, des fois, ça vaut la peine de se confronter aussi à ça. Oui, voilà. Ouais. Et si tu avais un conseil à toi d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu te conseillerais? Alors, je dirais bien de me lâcher la grappe, mais à ce moment-là, ce serait vraiment un mauvais conseil, parce que là, on est en 2012. Je pourrais lui dire, si tu savais à quel point juste te laisser traverser par la vie et écouter les opportunités au lieu d'essayer de tout contrôler, ça te permettrait d'être tranquille. Tu pourrais juste essayer de respirer. Et je pense que le premier conseil que je lui donnerais, c'est de faire ce que j'ai fait quelques années après, quand j'ai commencé à tomber en burn-out, écrire des pages du matin, faire une méditation et du yoga pour vraiment sortir de la tête de la nébuleuse et retourner au corps. Ok. Et dernière question, est-ce qu'il y a une citation ou un mantra qui t'accompagne un peu chaque jour? Non, pas vraiment. Ce serait plutôt quelle est mon intention du moment. Et là, c'est quoi ton intention du moment? La plénitude, la tranquillité. Ok. Bah écoute, Audrey, moi j'en ai fini avec mes questions. J'espère que ça t'a plu. Oui, c'était très cool. Je te remercie pour l'invitation et pour l'échange. Bah, merci d'avoir accepté. Et à bientôt. Oui, à bientôt. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir par un commentaire ou une note sur votre appli de podcast préféré, ça m'aide énormément. Pour en savoir plus sur l'univers de mon invité, je vous ai mis ses liens en description, il suffit de cliquer dessus. Pour découvrir mon univers, me poser une question, me suggérer un invité, le plus simple c'est de me rejoindre sur LinkedIn ou Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Idem, je vous ai mis les liens en description. Sur ce, je vous laisse, à bientôt.